Bienvenue à tous sur Africa 24. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom spéciale Simandou 2040 depuis Conakry en Guinée, où le pays d'Afrique de l'Ouest justement multiplie les actions pour diversifier son économie et pour discuter de l'impact du projet Simandou pour le développement de la Guinée. Nous avons avec nous sur ce plateau le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mourana Souma. Bienvenue sur Africa 24. Merci, madame. Et le ministre du Plan et de la Coopération internationale, M. Ismaël Nabé. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Pour entamer cette émission, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on en discute juste après. C'est officiel. L'espoir lié à Simandou se concrétise en République de Guinée. Le train transportant les premières cargaisons de minerais du vaste gisement de fer situé dans le sud-est du pays a atteint le port de Moribaya. La première expédition de minerais issue de la mine de fer de Simandou représente un tournant crucial dans le développement socio-économique de la Guinée. Oui, le soleil ne se couche jamais sur Simandou, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Avec le lancement des exportations du minerai de fer de Simandou, des bénéfices conséquents devraient permettre de transformer l'économie guinéenne et de répondre aux objectifs du gouvernement à travers le projet Simandou 2040, notamment réduire les inégalités, renforcer les compétences locales et créer un écosystème économique dynamique. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie du Transguinéen est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, des ports qui sont ici, deux ports minéraliers, un port commercial, avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont les chefs d'État gabonais et rwandais, Brice Clotaire Oligui Nguema et Paul Kagame. Avec une teneur en fer dépassant les 65%, les prévisions économiques du programme Simandou 2040 sont estimées à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec des recettes fiscales qui devraient se situer entre 1,5 et 2 milliards de dollars pour la Guinée. C'était le reportage de la rédaction sur le lancement des premières exportations de tonnes de fer de Simandou. Monsieur le ministre, le méga projet Simandou, justement, a entamé l'expédition des premières tonnes de fer. Quel impact sur l'économie guinéenne, Monsieur Mourana Souma? Merci, madame, pour la qualité de la question. La mise en production de ce méga projet est intimement liée à une volonté politique. La volonté politique incarnée par M. Mamadi Doumbouya, président de la République, qui a fédéré l'ensemble des partenaires industriels pour discuter et mettre en place un schéma d'exploitation qui puisse être bénéfique pour la Guinée et aussi bénéfique pour l'ensemble de ses partenaires. Et donc, cela s'est matérialisé par la signature des accords historiques du 22 mars 2022, au cours desquels signature, la Guinée s'est engagée à mettre en place l'exploitation et à commencer cette exploitation dans un délai totalement réduit. Ce délai a été fixé pour la mise en production le 11-11-2025. Et donc, cela a été un pari qui s'est réalisé et grâce au leadership du président Mamadi Doumbouya. En termes d'impact, il faut faire une évaluation. La mise en production de Simandou va générer beaucoup de bénéfices pour l'économie guinéenne.
bénéfices en termes de revenus fiscaux et des revenus non fiscaux, en termes de dividendes, impact en termes de développement d'un corridor, j'allais dire minier, et qui prendra socle sur 650 kilomètres du sud de la Guinée à l'ouest pour acheminer la production minière. Mais pas que la production minière, parce que ça va être une utilisation multiple à usage de transport des marchandises, également à usage de transport des personnes. Et donc, l'exploitation de mines de Simandou permettra un saut qualitatif en termes d'impact sur quelques agrégats, tels que le taux de pression fiscale, parce que les revenus projetés seront aux alentours d'1 milliard de dollars pendant cette première phase. Le PIB dans la première phase serait de 26%, connaîtra une augmentation de 26%. Le nombre d'emplois créés va être énorme et le nombre également d'impact sur le contenu local. Beaucoup d'entreprises de sous-traitance vont naître et ce qui va diffuser beaucoup de revenus et également et trouver une interconnexion entre le secteur minier et le secteur réel de l'économie pour une diversification vers une économie encore beaucoup plus distributive, beaucoup plus distributive et qui permet de toucher à tout un chacun en termes de fruits de la croissance. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, vous avez été au cœur justement du montage de ce plan. Pouvez-vous nous détailler effectivement les différents éléments qui ont amené à valider ce plan et aussi au regard des chiffres, la Guinée, en parlant du taux de pauvreté en Guinée qui est estimé à un peu plus de 13 000 francs guinéens par personne par jour, comment ce projet Simandou pourrait profiter réellement aux Guinéens et Guinéennes? La Guinée est en train de se transformer, la Guinée est en profondation. En ce qui concerne le programme de développement socio-économique durable et responsable que nous appelons Simandou 2040, c'est un programme de développement pour les Guinéens, par les Guinéens, qui a été élaboré par les Guinéens. Pour vraiment faire un step back, ce programme a été bâti par les Guinéens. Toutes les parties prenantes, toutes les couches de la République ont participé à l'élaboration de ce programme, en passant par les BSD, les départements ministériels, en allant avec les PTF, le secteur privé, les syndicats, la société civile. Tout le monde a participé pour la première fois d'un programme de développement socio-économique. Ce programme est bâti sur des projets concrets. Vous savez, la Guinée a eu des plans de développement. Nous avons eu des plans quinquennaux, les plans triennaux, nous avons eu la PNDS. Donc cette fois-ci, le président de la République nous a mandaté de faire un programme de développement bâti sur des projets concrets. Vous savez, le programme de développement qui est basé sur 5 piliers essentiels. Au départ, beaucoup de personnes en parlent. Ce programme est les 5 piliers essentiels. Le premier pilier du programme de développement, c'est ce qui est l'agro-industrie, le commerce et l'industrie. C'est extrêmement important parce que la Guinée est au-delà d'un pays minier, c'est un pays agricole. C'est un scandale agricole. Plus de 13 millions d'hectares de terres arables. Pour cela, il faut les aménager. Il faut transformer nos produits agricoles. D'où le premier pilier qui est un pilier extrêmement important. Le deuxième pilier du programme de développement, c'est l'éducation et la culture. La Guinée, désormais, nous allons faire une éducation qui est basée sur la culture guinéenne pour vraiment essayer de voir qu'est-ce qui marche chez nous et baser l'éducation sur ça. D'ailleurs, 25% des revenus tirés du projet Simandou vont contribuer pour l'éducation, que ce soit d'abord les infrastructures, former les Guinéens ici, mais aussi former les formateurs qui peuvent aller à l'étranger et se retourner en Guinée pour la formation. Le troisième pilier, c'est les infrastructures, le transport et la technologie. Ça aussi, il y a un mandat vraiment clair qui est donné. La Guinée, les 3 dernières années, le chef de l'État a fait plus de 1000 km de bitume. L'objectif pour les 15 prochaines années, que la Guinée a à peu près 10 000 km de bitume, qu'on a à peu près 2000 km de chemin de fer, qu'on a aussi plus de 2000 km d'autoroute.
Au-delà de cela, la technologie, il faut qu'on a des compagnies de téléphonie. La Guinée doit avoir des fibres optiques, va avoir ça, c'est à horizon 2040. Le quatrième pilier, c'est les finances, l'assurance et l'économie. Ça, c'est extrêmement important de voir aujourd'hui des mécanismes de financement qui peuvent aider la Guinée à aller de l'avant. Et le cinquième pilier, c'est la santé et le bien-être. Tout cela, que ça soit le premier jusqu'au dernier, il faut qu'on soit en bonne santé. D'où la création, la formation des gens, des infirmiers, la construction des hôpitaux, des centres de santé pour 2040. Maintenant, en ce que sont le programme en soi, ces 5 piliers, comme je l'ai dit tantôt, c'était un programme scientifique, une concertation rigoureuse de toutes les parties prenantes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 122 mégaprojets, mégaprojets avec 36 réformes. L'une des particularités de ce plan de développement, souvent on faisait des plans dans ce pays, il n'y a pas de réforme. Vous savez, vous pouvez faire des projets, mais les réformes ne coûtent pas l'argent souvent. Et c'est la volonté politique d'un chef, d'un leader qui est le président Mamadi Doumbouya. Donc, le programme Simandou, 122 mégaprojets, 36 réformes. D'ailleurs, on est vraiment content d'annoncer que l'un des quick wins de ce programme de développement, c'est le projet lui-même, le projet Simandou, qui est délivré, qui a été donné à la population guinéenne. Au-delà des 122 projets, les 36 projets, il y a les catalyseurs. Parce que dès le départ, avec mes collègues ministres, on a réfléchi que souvent, quand on fait des plans de développement, il faut aller chercher, faire des tables rondes. Dès le départ, on a réfléchi, il faut avoir des catalyseurs de ce programme de développement. L'un des catalyseurs du programme Simandou, c'est le projet Simandou lui-même. Le deuxième catalyseur, c'est la notation souveraine. Donc, une première fois que mon collègue, le ministre de l'économie, va en parler tout à l'heure, mais pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a fait la notation souveraine, qui est l'un des catalyseurs parce qu'avec ce montant de 200 milliards que nous devons mobiliser pour les 15 prochaines années, il faut que la Guinée soit vraiment attractive sur les marchés internationaux. Le troisième catalyseur, c'est la création d'un fonds souverain. Un fonds souverain dont les rentes minières, mais aussi les rentes non minières. Donc, en conclusion, pour vous donner un résumé, quand vous demandez le programme Simandou, un programme sur 5 piliers, 122 projets, 36 réformes, mais 3 catalyseurs, mais aussi à la fondation de ce programme. L'une des fondations de ce programme, c'est le capital humain, de former les jeunes Guinéens, d'où la Simandou Academy. La deuxième fondation, c'est la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. On peut avoir tout ce que nous avons aujourd'hui si on n'a pas la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et un vrai leadership avec un suivi rigoureux, on ne peut pas aboutir à ce que nous voulons aujourd'hui. C'est un programme Simandou 2040, c'est pour 15 prochaines années. Mais on a vraiment réfléchi de le diviser en 3 phases. 2025, 2030, 2030, 2035, 2035, 2040, avec des financements vraiment distribués par rapport à tous les secteurs. La Guinée, c'est une Guinée qui se transforme. Pour nous, le programme Simandou, c'est la boussole stratégique pour le développement de notre pays. Et de passage, je tiens à féliciter et à remercier toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce programme ambitieux pour le développement de notre pays. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions. Monsieur le ministre de l'économie, nous allons revenir justement sur la mobilisation de capitaux étrangers et la Guinée a reçu notamment la note de B+. Est-ce que, selon vous, y a-t-il des risques macroéconomiques liés au bond Simandou Guinée? Bon, vous savez, la notation, c'est une évaluation bâtie sur un certain nombre d'indicateurs économiques, macroéconomiques et de finances publiques. Et cette notation, mon collègue du plan vient de le dire, la Guinée est à sa toute première notation depuis son indépendance, donc depuis 67 ans. Il fallait le faire, il fallait oser, il fallait un leadership encore très fort qui puisse nous emmener vers cet exercice de transparence, puisque la notation, c'est une transparence. Alors, le plus important, nous l'avons faite dans un climat avant la mise en œuvre même de la Constitution et avant même les élections présidentielles. Nous avons pu avoir B+, avec des perspectives stables. Le plus important aujourd'hui, c'est une élimination d'une perception de risque au niveau des marchés internationaux. Ceci étant, ça va permettre à notre pays d'accéder aux financements internationaux par l'émission des eurobonds, des obligations internationales,
qu'on peut appeler même Simandou Bon, qu'on peut appeler le financement vert, qu'on peut aussi appeler d'autres formes de financement qui soient adaptées à notre visibilité internationale que la notation a portée sur la Guinée. Les risques qu'il faudra éviter, c'est que cette notation va générer des revenus. Ces revenus vont nous permettre plutôt d'amorcer et de financer les secteurs à forte potentialité économique, puisque, in fine, c'est une dette qui va être remboursée. Et donc, c'est une anticipation de financement d'infrastructures, c'est une anticipation d'utilisation d'autres instruments de garantie qui sont aussi des formes de financement, tels que des guichets MIGA, des guichets BAD, et à travers les guichets spéciaux qui permettent de mobiliser, de mitiger les risques de financement. Et cela permet d'avoir un éventail large de mobilisation pour des investissements structurants. Monsieur le ministre du Plan l'a dit, nous avions ce plan. Ce plan est articulé à des points. Et nous avions une évaluation sur 30% pour le budget de l'État qui viendra pour le financement de ce plan. Nous avions une évaluation de 20% qui viendra sur le fonds souverain. Nous avions une évaluation de 40% qui viendra du secteur du PPP, donc financement privé et public. Mais tout cela, c'est la notation qui génère la possibilité même des privés guinéens à prendre les capitaux sur l'international et à financer des projets qui puissent être rentables et qui vont leur permettre d'amortir les charges de dette qui proviennent justement de ces financements. Les 10%, c'est le PTF. Les PTF, c'est l'ensemble des intervenants en faveur de la Guinée qui peuvent venir financer essentiellement ces grands projets d'intérêt national. Et donc, la notation est une ouverture de la Guinée aux financements internationaux. La notation est une expression d'une gestion totalement dérisquée au regard du comportement des fondamentaux macroéconomiques qui sont le niveau de déficit budgétaire, le niveau d'inflation, le niveau également d'évolution du taux de la viabilité de la dette et donc du taux d'endettement et d'autres éléments structurels de développement tels que le niveau d'investissement de l'État, comme l'a dit mon collègue du plan, en termes de construction des routes, où, Monsieur le Président, en est le champion parce que la Guinée, en un an, nous avions pu faire 1200 km. Et donc, ce sont des investissements publics qui donnent la possibilité aux investissements privés de venir s'installer. Et la notation est un catalyseur comme le fonds souverain, comme également le projet minier Simandou en tant que tel. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de l'émission. À dans quelques instants. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette émission spéciale Simandou 2040. Dans cette édition de l'ANR, nous avons une nouvelle invitée qui nous a rejoint, Madame Mariama Siricila, ministre de l'Agriculture. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Monsieur Mourana Souma, ministre de l'Économie et des Finances. Merci. Et M. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Nous traitons dans cette deuxième partie de l'émission du développement industriel et de la promotion des PME, suivant cet élément de la rédaction. C'est près d'une trentaine de projets de réforme sur le secteur de l'industrie à travers l'éclosion des parcs et des agropoles industriels tout au long du corridor de Simandou et surtout la mobilisation des petites et moyennes entreprises et du secteur privé pour la mobilisation des ressources pour venir justement combler ce gap-là de 200 milliards d'investissements avec 70% qui doit être apporté par le secteur privé. L'industrialisation désormais, la Guinée est au cœur de cette étape incommensurable pour la région, la sous-région, mais aussi sur le plan mondial.
des minerais de fer aux alumines. Je pense qu'aujourd'hui, tout vient à point nommé pour notre pays. C'était la ministre de l'Industrie. Madame la ministre de l'Agriculture, comment le projet Simandou impacte-t-il justement ou pourrait impacter votre secteur, notamment le ministère de l'Agriculture? En effet, le projet Simandou est plus qu'un projet minier. C'est une opportunité historique et inédite pour la République de Guinée de transformer stratégiquement son économie. Grâce au projet Simandou, aujourd'hui, la Guinée a un corridor intégré en termes d'infrastructures. Nous avons un rail, nous avons des routes, nous avons des ports qui connectent les zones agricoles les plus productives du pays. Avec cela, nous avons un niveau d'énergie qui est le plus élevé à date. Cela a plusieurs avantages. En effet, ça change la donne. Aujourd'hui, grâce à ces infrastructures créées dans le cadre du projet minier Simandou, mais qui sont aussi des infrastructures nationales et économiques, car la République de Guinée a négocié leurs doubles usages pour des secteurs comme l'agriculture, nous avons aujourd'hui un accès amélioré au marché national, mais aussi aux marchés régionaux et pourquoi pas international des produits agricoles guinéens. Nous avons également une baisse des coûts logistiques, avec aujourd'hui une réduction des frais de transport, avec des plateformes logistiques qui permettent à nos agriculteurs de pouvoir consolider la production et surtout de l'acheminer à plus faible coût et plus rapidement vers les zones de production. Donc, au-delà de cela, on a aussi l'opportunité de mettre en place, et d'ailleurs on a le projet et le programme Simandou 2040 a en son premier pilier l'agriculture comme point central. Et dans le cadre de ce programme, nous planifions de mettre le long du corridor des zones de transformation agricole, donc des agrocolpes qui nous permettront de transformer localement, donc créer de la valeur ajoutée supplémentaire pour nos produits locaux, tout en créant de l'emploi et de la richesse pour les populations, non seulement le long du corridor, mais aussi au niveau national. Donc le projet Simandou, ça donne le programme Simandou, qui est le programme de développement économique associé à ce projet et qui a à son sein comme initiative phare utiliser les richesses minières pour transformer économiquement notre pays en faisant la promotion de la prospérité agricole. Pour poursuivre justement sur la question, quel état des lieux faites-vous du secteur agricole guinéen? En effet, le secteur agricole guinéen est un secteur qui, ces dernières années, a connu un renouveau. Avec le nouveau gouvernement, l'avènement donc en septembre 2021 donc d'un nouveau gouvernement avec à la tête le président Mamadi Doumbouya qui a placé l'agriculture au cœur donc de son projet de développement et du projet de développement de la République de Guinée. À travers cette priorisation, le secteur agricole a connu le plus gros investissement donc en infrastructure agricole, le plus gros investissement en mécanisation, en accompagnement des agriculteurs. Donc nous disons que le secteur agricole guinéen est en mode de montée. On a encore assez de défis à relever. On a les défis d'accès à la mécanisation, on a les défis d'accès à des intrants de qualité, mais aussi adaptés aux terres locales. On a des défis de renforcement de capacité de nos agriculteurs. On a des défis justement de plateformes logistiques qui permettent et facilitent donc l'accès aux différents marchés. Cependant, aujourd'hui, le gouvernement guinéen, le ministère de l'Agriculture travaille sur des réformes phares pour pour changer la donne. Nous avons par exemple mis en place un fonds de développement agricole donc, qui accompagne financièrement et techniquement donc, les producteurs, les PME engagés dans le secteur agricole. Nous avons aussi amorcé des réformes importantes dans des secteurs sensibles tels que l'accès aux terres agricoles. On a cartographié les terres agricoles dans des zones importantes du pays en continu et on a développé une plateforme digitale qu'on compte lancer dans quelques mois qui aura pour objectif de permettre l'accès transparent aux terres agricoles donc en Guinée. Nous avons aussi un guichet unique de l'agriculteur qui va être un point d'entrée unique à tous les services et investissement, appui offert par le secteur agricole, par le ministère au secteur agricole, afin de permettre aux agriculteurs d'avoir l'accompagnement dédié, adéquat dont ils ont besoin pour s'engager dans le secteur et quand ils s'engagent pour pouvoir se développer et faire de la valeur ajoutée. Monsieur le ministre de l'Économie, l'exploitation de Simandou pourrait véritablement structurer le tissu industriel en Guinée? Bien sûr, madame. Vous savez, l'exploitation de Simandou doit pouvoir diversifier, comme madame la ministre de l'Agriculture l'a dit, notre économie. Il faut une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur partira du niveau primaire à une chaîne de production et de transformation. Cette transformation permet justement
non seulement de doper le marché local, mais aussi d'en exporter avec beaucoup plus de qualité. Et donc, l'aspect de mise en production de Simandou prendra une position centrale dans l'aspect de transformation parce que nous serons dans l'obligation de produire ce que nous appelons une chaîne de valeur industrielle dont la valeur est plus élevée. C'est ce qui explique même la mise en place future, dans 2 ans d'ici l'exploitation, d'une aciérie donc de transformation de minerais en produits finis sur le sol guinéen. Ça veut dire qu'il y aura un effet de diffusion au niveau des autres secteurs stratégiques industriels qui pourront s'approvisionner à partir du marché local. Il en est ainsi également pour les productions agricoles que à laquelle Madame la ministre de l'Agriculture fait allusion. Nous aurons besoin de faire des jus de fruits de façon locale. On a des primaires, on a des mangues, on a la pomme, on a des possibilités de création des matières premières et leur transformation dans ce que nous appelons la politique industrielle de l'État. Mais cette politique, ce n'est pas l'État qui va être le producteur, ça va être un financement du secteur privé qui va être moteur de la croissance et qui va être donc le chef de file pour donner à la Guinée une production industrielle de taille. Et la production industrielle vaut mieux que la production exportée de façon brute, puisque l'industriel, ça crée plus de valeur ajoutée, ça crée des revenus pour les producteurs locaux. Donc, c'est une chaîne de valeur du primaire à la transformation jusqu'à l'exportation. Monsieur Nabé, le secteur informel représente plus de 30% du PIB en Guinée. Justement, quelle est la meilleure stratégie pour mieux structurer et intégrer progressivement les acteurs du secteur informel? Vous savez, avant qu'on fasse le rebasage, qu'on va discuter un peu plus tôt, mais comme l'a si bien dit, quand l'agriculture est le premier contributeur de notre pays, produit intérieur brut, après le secteur informel, quand on parle informel, vous avez le commerce, et qui d'ailleurs, on a réfléchi pour les mettre dans le premier pilier du programme Simandou 2040. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement la digitalisation vient vraiment transformer cet écosystème, mais ce qui est extrêmement important que les deux ministres ont mentionné, c'est l'intégration de l'agriculture à l'industrie et à l'énergie. La Guinée, pendant des années, le premier président a vraiment évolué. Chaque région de ce pays avait une industrie. Et cette industrie était liée à l'agriculture. Aujourd'hui, l'objectif principal du président de la République, c'est de voir comment l'agriculture et l'énergie et l'industrie peuvent travailler. Je donne un exemple dans une région qu'on appelle Massanta. Massanta, il y avait 3 unités industrielles. Vous avez l'usine de thé, vous avez l'usine de bois, l'usine à panneaux et l'usine de scierie. Donc, les 3 industries ont été alimentées par une énergie micro-barrage. Donc, vous avez à chaque instant l'usine de thé, il y a des centaines d'hectares de thé qui sont cultivés par les agriculteurs. Et ces agriculteurs, aujourd'hui, on leur donne les moyens nécessaires, ça transforme leur vie et leur produit est transformé localement. Pour le transformer, vous avez besoin de l'énergie. Donc, dans le programme Simandou, il y a des micro-barrages, des mini-barrages qui vont être construits pour transformer localement et aider les agriculteurs à augmenter leur productivité. Aujourd'hui, comme l'avait si bien dit, le secteur informel, pour nous, ça c'est le catalyseur de notre économie. Aujourd'hui, en envoyant vous partez à Madina, Madina a beaucoup plus de dollars de devises que la Banque centrale. Parce que les gens font du commerce. Pour ça, il faut les organiser en termes de structuration. Et ce qui a été dans ce pays, il n'y avait pas de chambre de commerce, ni de patronat pendant plus de 20 ans. Le chef de l'État a mis toutes les corporations ensemble pour créer une chambre de commerce qui est là aujourd'hui à structurer, à aider de l'informel de manière formelle, parce qu'il y a une structuration, il y a eu un guide qui est extrêmement important de notre point de vue. D'ailleurs, pour revenir à cela, nous avons des partenariats. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale travaille avec des partenaires techniques pour nous accompagner. Aujourd'hui, on était avec Enabel qui accompagne beaucoup de secteurs de manière informelle ou de partie informelle. On a fait le tour de la Guinée la semaine dernière
pour voir comment est-ce que le secteur informel est en train d'être réorganisé pour le faire en secteur formel. Imaginez si on fait le secteur informel de 30%, quand on le régularise, on le met de manière formelle, ça peut augmenter leur contribution à plus de 60% de notre PIB. Pour nous, c'est extrêmement important pour transformer avec des partenaires stratégiques, avec nos partenaires, que ce soit Enabel, que ce soit d'autres pays étrangers, qui travaillent d'arrache-pied avec la Guinée pour transformer ce paradigme en Guinée. Donc, avec le programme de développement, tout ce écosystème a été réfléchi savamment pour essayer de voir que la Guinée doit être une économie de transformation, une économie que les gens sont capables de quitter d'un point A à un point B pour transformer notre économie, pour que la Guinée peut aller de l'avant. Au-delà de cela, en ayant ça, c'était l'année dernière, lors des calculs des PIB. Aujourd'hui, on a compris que le secteur minier a pris de l'envol. Et d'ailleurs, avec le rebasage, qui nous ramène aujourd'hui que la Guinée, on calculait seulement toute notre production à Conakry. On ne calcule pas à Yomo. Ce qui fait aujourd'hui, avec le rebasage, le PIB a augmenté de 20 milliards, nous sommes à 36 milliards. Une augmentation de 51,2%. Jamais vu. L'inflation qui était calculée à Conakry est descendue de 7%, nous sommes à 3% aujourd'hui. La dette au PIB qui était estimée à 40%, nous sommes à 21% aujourd'hui. Les indicateurs sont ouverts, mais aussi ça s'est fait de manière rigoureuse, de manière systématique et scientifique avec la co-construction de toutes les parties prenantes. Ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment, avec les ministères sectoriels, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'énergie, que ce soit l'industrie, que ce soit l'enseignement supérieur et l'enseignement technique, tout ça, là, c'est un écosystème. Si on prend une portion, 1 hectare aujourd'hui, même on discutait au comité stratégique, 1 kilomètre de route, on doit pouvoir faire 1 hectare, d'aménager 1 hectare de terre arable. Si on peut le faire, on peut aussi construire à peu près 100 maisons. C'est faisable. Dans le calcul de la construction des routes aujourd'hui, qui seront des PPP d'ailleurs, parce que le programme Simandou, les PPP vont nous aider. Les premiers projets que nous allons faire les 5 premières années, ça va nous permettre de capitaliser sur les recettes et les revenus tirés pour refinancer les seconds projets de la seconde phase du programme de développement socio-économique. Madame la ministre, les PME, avec plus de 80 000 entreprises créées en 5 ans en Guinée, comment permettre à la Guinée justement de renforcer ses capacités institutionnelles et de promouvoir son développement et industriel et la et la résilience de ces petites et moyennes entreprises? Merci beaucoup. En effet, les PME sont le poumon de l'économie nationale. Ce sont les créatrices d'emplois les plus importantes donc, de l'économie. Et comme l'indiquait ma collègue plus tôt, donc, le développement des PME est au cœur de notre stratégie de création d'emplois et de création de richesses pour les populations. Donc aujourd'hui, tout au long de la préparation du programme Projet Simandou et du programme, on a donné une place de choix au contenu local. La promotion du contenu local, c'est la valeur ajoutée domestiquement en termes de contrats octroyés aux entreprises locales, bien sûr en termes d'emploi aussi, et au transfert donc, de compétences, de technologies effectuées. Et donc, on a une loi sur le contenu local qui a été adoptée et donc qui requiert l'utilisation donc, de ces PME le long de la chaîne de valeur, par exemple minière. Donc, ces PME offrent des biens et services dans plusieurs secteurs, inclus dans les services, comme les services juridiques, par exemple, environnementaux, mais aussi dans tout ce qui est catering. Donc là, on a quand même la production agricole qui entre aussi en jeu, où on s'assure que dans le cadre du programme et au-delà, la consommation qui est faite est une consommation de produits agricoles locaux. Et on travaille de manière rapprochée avec les entreprises minières à créer une chaîne de valeur par laquelle l'utilisation donc, des entreprises locales est maximisée. On a aussi, en tant qu'État, facilité et appuyé la mise en place de ce qu'on appelle une bourse de sous-traitance de partenariat. Donc, il y a une plateforme de mise en relation entre les grandes entreprises, dont celles minières par exemple, et les PME locales. Cette plateforme non seulement permet de publier de manière transparente les opportunités d'affaires pour les PME, mais elle permet aussi de les renforcer en capacité. Vous savez très bien que les grandes entreprises minières, notamment, ont des conditions de qualification. Donc, le gouvernement a investi dans cette bourse, mais aussi dans d'autres programmes, à s'assurer que les PME locales puissent être qualifiées pour ces contrats. Et grâce à cette initiative, qui d'ailleurs a découlé d'une politique donc, de contenu local dans le secteur minier et aussi une au niveau national, on a eu des entreprises locales, des PME qui ont pu passer des contrats
très petits de 1-2 millions de dollars. Il y en a qui ont eu près de 100 millions de dollars avec l'entreprise minière. Et ça crée de l'emploi. Au-delà de ça également, comme on l'a indiqué, la transformation agricole et l'industrialisation, c'est l'autre pont du programme Simandou 2040. Et les PME, PMI occupent aussi une place de premier choix là. Donc le long des corridors, des pôles de croissance, des parcs industriels, où vraiment on va mettre en place l'écosystème en termes de climat des affaires, donc des procédures facilitées, l'accès facilité aux impôts, aux services de l'État, un appui à travers un accès au financement aussi aménagé pour les PME et du renforcement de capacité afin qu'elles puissent participer non seulement à la production, mais aussi à la transformation des biens et services, des produits locaux, et à fournir aussi, bien sûr, dans le tertiaire, des biens et services qui sont utiles au secteur minier et au-delà, dans les autres secteurs aussi. Monsieur le ministre, comment promouvoir le développement de nouvelles capacités productives concourant à la diversification de l'économie guinéenne et à la création d'emplois? Merci, madame. Vous savez, il faut créer ce que nous appelons des espaces de financement, des initiatives au sein des PME. Madame la ministre de l'Agriculture l'a esquivé, l'a dit plutôt de façon très discrète, mais c'est une obligation qui permettra une éclosion de PME, PMI. Sans un financement de ce secteur, nous ne pouvons pas avoir un secteur de petites et moyennes entreprises résilient et qui soit compétitif. Donc, il faut, mettre un schéma de financement qui puisse réduire les distorsions entre ces PME. Il faut qu'ils aient un accès au crédit avec des garanties plus souples, des garanties qui ne vont pas les évincer du marché de financement classique. D'où l'existence de la mise en place des guichets de garantie que nous allons fédérer au niveau, par exemple, du fonds de garantie des PME, dont l'opérationnalisation permettra à un certain nombre de PME d'accéder au financement, puisque les garanties auraient été totalement gérées par cet outil. Et deuxièmement, il faut également mettre en place un emploi qui soit adapté aux besoins du marché. Ça veut dire que les jeunes gens qui doivent venir de nos structures d'enseignement doivent avoir une qualification qui puisse répondre à l'offre d'emploi qui est proposée. Le troisième élément qui est très important, c'est la mise en place d'une banque d'investissement, une banque de financement pour des jeunes. Et ça, c'est une idée globale qui a émergé au sein, par exemple, de la BAT, qui développe des lignes de financement pour ce que nous appelons une banque de financement de l'entrepreneuriat jeune. Ceci, il ne faut pas penser que c'est une banque, c'est plutôt un écosystème qui va financer, qui va accompagner les jeunes tout au long de leurs initiatives de création de start-up, de leurs initiatives de création de PME, et qui vont avoir un accès libre au financement avec des assistances techniques qui vont les accompagner. Et donc, la création d'emplois relève beaucoup plus du secteur privé que de l'État. L'État ne crée que des conditions d'éclosion d'un secteur privé et des outils d'accompagnement qui pourront permettre aux jeunes Guinéens d'accéder au plein emploi avec les exigences internationales en la matière. La Guinée, le président Mamadi met la jeunesse au cœur de sa politique de développement. Et donc, mais une jeunesse bien formée et qui aura accès à l'ensemble des services offerts par l'État, qui aura la possibilité d'assurer une transition du secteur public vers le secteur privé. Tel est le paradigme dans lequel nous avions essayé de construire tout le narratif de notre projet de développement et tel que intitulé dans le projet de développement Simandou, Vision 2040. Madame la ministre de l'Agriculture l'a dit sous un autre format. Le FODA fait partie des éléments de réforme que nous allons mener par sa transformation en outil de financement. Et donc, il faudra qu'elle soit une institution d'intermédiation entre les paysans et l'État. Le financement des priorités du monde agricole
par un fonds dont les intérêts à payer vont être bonifiés. Parce que le secteur agricole, c'est un secteur pourvoyeur de recettes, c'est un secteur pourvoyeur de revenus, c'est un secteur pourvoyeur de production, mais il faudra un investissement lourd. Et ça, il faut que ça soit mitigé par l'État. Et c'est ça la politique du président Mamadi Doumbouya, qui fait de l'agriculture le fer de lance de la croissance économique. Le ministre du Plan l'a dit, l'agriculture fait 25% du PIB aujourd'hui, mais il y a 70% des Guinéens qui travaillent. Pour moi, c'est loin de tenir le compte. L'idée essentielle, c'est de transformer 70% du PIB par à peu près 70% de la population. Donc, c'est ce qui va créer beaucoup plus de revenus, beaucoup plus de valeur ajoutée et beaucoup plus de compétitivité de la Guinée à l'international. Monsieur le ministre du Plan, la Guinée, à travers cette première exportation de fer, s'érige quelque part comme modèle africain de développement fondé notamment sur la souveraineté économique et de coopération. Quelle stratégie pour renforcer les chaînes de valeur? Oh, merci beaucoup. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue ministre de l'économie et des finances, d'abord, il faut essayer de voir que le projet Simandou, c'est un projet des Nations Unies. Un projet des Nations Unies où tous les partenaires sont représentés. Ça, on l'a fait, le président l'a réfléchi, il a fait le design et c'est devenu réalité. Vous avez des partenaires venant de l'Asie, vous avez des partenaires venant de l'Australie, de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, le premier minéraire cheminé pour aller dans des pays comme la Chine. Mais l'objectif principal, d'ailleurs, ce n'est pas l'acheminement de la produit, la matière première. L'objectif principal, c'est de faire l'acierie, la raffinerie dans notre pays pour transformer. La prospérité que le Simandou va donner à la Guinée, c'est une prospérité de la Guinée, mais aussi c'est une prospérité partagée. Donc partagée dans le cadre de la situation régionale, continentale et internationale. Et vous l'avez vu lors de cette inauguration, nous avons eu des chefs d'État qui sont venus en Guinée. Le chemin de fer en soi, aujourd'hui, ça va créer vraiment pour la Guinée, mais aussi les pays limitrophes. Le corridor, la transguinéenne, ça va à partir de la ville Farana, ça peut être lié à Sierra Leone. Vous partez vers le sud, il y a une connexion qui va être liée à la Côte d'Ivoire, mais aussi le Libéria. Donc, c'est une intégration. Nous pensons que la transguinéenne, c'est vraiment une intégration régionale d'abord, une intégration continentale, mais aussi une intégration mondiale. Pour cela, nous pensons que le partenariat, la coopération que la Guinée a tissée pour la mise en œuvre de ce projet, ça peut nous aider pour la commercialisation, pour la transformation, mais aussi la commercialisation que la Guinée a un peu partout dans le monde. Le président de la République l'a dit, la Guinée n'est ni pro ni contre. On est seulement pro-africain, pro-guinéen. Nous utilisons cela pour une coopération engagée, une coopération qui aide les Guinéens, les Africains, mais aussi les pays amis un peu partout dans le monde. Le président l'a dit, et comme disait quelqu'un, il faut prospérer son voisin, pas mendier son voisin. Pour nous, Simandou, c'est la prospérité des Guinéens, la prospérité de nos voisins, la prospérité internationale. Parce que la Guinée seule ne peut pas, avec ses partenaires, avec la coopération internationale, avec la diplomatie économique, nous pensons que cette transformation aura le jour pour la prospérité de tous les Guinéens. Marquons une courte pause avant d'entamer la troisième partie de notre émission sur l'impact environnemental et la coopération régionale dans quelques instants. Retour sur ce plateau, nous entamons la troisième partie de notre émission consacrée à l'impact environnemental et à la coopération régionale du programme Simandou 2040. Et nos invités, le ministre de l'économie et des finances de la Guinée, M. Morana Souma, est toujours avec nous, Mme Mariama Siré-Sylla, ministre de l'Agriculture, et M. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la coopération internationale. Je commence par vous, Madame la ministre. Nous allons parler effectivement de l'impact de l'environnement. Donc, comment justement le projet Simandou qui concentre également les questions de dégradation de l'environnement, d'agroécologie et de moyens de subsistance durable, comment selon vous les stratégies peuvent être mises en place pour préserver l'environnement?
Merci beaucoup, madame. J'aimerais d'abord signaler que le projet Simandou, c'est un projet de classe mondiale. Et avec cela, le président de la République et le gouvernement guinéen a tenu à avoir des normes internationales de qualité pour le projet. Donc, le projet, tout son long, à travers les études environnementales qui ont été menées, par exemple, à travers les standards qui ont été ceux du projet, sont vraiment à un niveau international très élevé. Aujourd'hui, à travers toute la préparation du projet, il y a eu la mise en place de stratégies importantes. La première étant justement de s'assurer que les impacts environnementaux sont mesurés selon ces standards internationaux. Ça, c'est la première mesure, savoir quel serait l'impact. La deuxième chose, c'est mettre en place des mesures de prévention. Et cela a nécessité la mise en place de comités de discussion et d'engagement avec les populations locales, le recrutement d'experts environnementaux qui ont permis à chaque étape du projet d'évaluer les risques, mettre en place des mesures de mitigation et ensuite, dans les cas où les impacts étaient inévitables, mettre en place des mesures de compensation. Aujourd'hui, quand on parle du secteur agricole, on a justement les terres qui sont dégradées et cela, c'est systématique aujourd'hui à cause de plusieurs défis, inclus ceux liés au changement climatique. Dans le cadre du programme Simandou, des campagnes de reboisement, de reforestation sont prévues pour s'assurer que les impacts environnementaux sont minimisés. Et aussi, comme je disais, on a vraiment une politique de compensation accrue des populations qui seront impactées par le projet, que ce soit en termes de relocation, donc des zones agricoles qui sont affectées, mais aussi en termes d'investissement en soutien sur le développement des activités agricoles. Aujourd'hui, le programme a fait de l'agriculture également le projet en lui-même, un axe important avec vraiment des projets de développement régionaux de certaines zones affectées, telles que par exemple la zone de Bokeh, dans lesquelles les populations sont prises en compte, dans lesquelles des structures de développement intégrées à travers des agropoles, par exemple, dans la zone de Bokeh, des zones économiques spéciales sont mises en place qui permettront aux populations de diversifier leurs ressources économiques, financières, mais aussi de créer des emplois. Donc, bien sûr, les impacts environnementaux ont été mitigés et ils vont continuer à l'être, mais le projet a mis aussi en place toute une stratégie de développement économique régional dans les zones affectées qui ont permis aux populations aujourd'hui de pouvoir avoir vraiment des activités génératrices de revenus qui permettent de compenser toute perte qui pourrait être effectuée du fait du projet. Monsieur le ministre de l'économie, la redistribution et la sécurisation des ressources minières du projet Simandou ont longtemps fait débat, suivant l'opacité décriée sur les quantités de minerais extraits et déclarés par les compagnies opérant sur le site. Quelle garantie de sécurisation des ressources de Simandou? Déjà, disons que le leadership le plus élevé du président a permis de mettre l'ensemble de ses partenaires industriels en face pour discuter et convenir sur une conclusion sur la mise en œuvre, la mise en exploitation d'un projet de classe mondiale, comme la ministre de l'Agriculture l'a dit. Ça veut dire que toutes les mesures de sauvegarde et de protection, toutes les mitigations de risques ont été totalement prises en compte. Ceci dit, en ce qui concerne les revenus, l'État guinéen, c'est la première fois que moi je suis là du haut de mes 25 ans de carrière, que l'État guinéen d'abord dresse un programme de développement pour l'adosser au programme de création de revenus. Ça, c'est un premier élément. Ça veut dire nous évitons ici ce que nous appelons le syndrome hollandais, le Dutch disease. Ça veut dire parce que à la clé, on a un plan de développement qui va être articulé au niveau des revenus. Ça, c'est déjà un premier élément de circonscription de risque. Le deuxième élément, nous avions ce que nous appelons un fonds souverain qui est mis en place. Le fonds souverain permet, c'est une sorte de caisse de stabilisation, une sorte de caisse qui va lier les générations dont les unes n'ont pas vu Simandou en exploitation, les autres l'ont vu, mais c'est une liaison entre la mise en production de Simandou et les générations futures qui viendront, mais qui n'ont pas vu l'exploitation de Simandou. Et donc ça également, c'est un facteur de mitigation des risques. Les autres éléments les plus importants, c'est, j'allais dire, c'est l'application des codes fiscaux
qui soit totalement normé à la pratique internationale. C'est pour cela qu'on parle ici de 15%, conformément au standard de l'OCDE, qui dit que l'impôt minimum 15% sont payés au titre d'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que le régime de droit commun est beaucoup plus la réalité qu'un régime dérogatoire, la fiscalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de régime d'exception, il n'y a pas d'exonération. C'est le régime de droit commun et ce qui permet à l'État d'encaisser l'essentiel de ses revenus. C'est pour ça que la projection, c'est pour $1 milliard pendant la première phase. Et avec l'upgrade, nous serons à près de $2 milliards chaque année en termes de revenus encaissés. À cela, il faut ajouter les aspects de dividendes que ça va générer à travers la participation de l'État dans ce que nous appelons les activités de la CTG, qui est un véhicule qui est conjoint entre l'État guinéen et ses partenaires industriels. Et donc, toutes ces mesures sont mises en place, ce qui permet à l'État justement de réduire l'ensemble des risques de gestion de ses revenus et aussi d'avoir d'évaluer la quantité de minerais tirés et exportés, parce qu'aujourd'hui, le ministère des Mines a pris des dispositions anticipées en termes de jaugeage, en termes d'évaluation de la quantité extraite et sortie. Il en est également pour le ministère de la Direction générale des douanes, qui également est en train d'acquérir des dispositifs de mesure et d'évaluation des quantités extraites et surtout des quantités à l'exportation. Donc, l'État a eu des anticipations pour éviter des cas qu'on a connus dans ce pays. Je vous le dis, nous avions connu où il y avait des quantités extraites sorties, mais l'État était là, béant. On ne sait pas qu'est-ce que concrètement on a extrait, qu'est-ce qu'on a évacué et quelle est la contrepartie en termes de revenus miniers. Et le président Mamadi nous a aidés à circonscrire ces risques et à donner le bénéfice de ces revenus miniers aux Guinéens par la construction des infrastructures, par la redistribution à travers la construction des pistes rurales, par la redistribution à travers des écoles, ainsi que les centres de santé. Et donc, nous pouvons penser, et ça risque plutôt de se tromper, que Simandou, son volet minier, est totalement un catalyseur du développement économique et social de la Guinée pour une redistribution des revenus. C'est pour cela que le plan nous envoie le pays à l'horizon 2040 à un niveau de PIB estimé à 151 milliards pour un PIB moyen par tête d'habitant de $6 000. Et ça, c'est l'objectif qui est recherché. Donc, nous n'allons pas dans un hasard, nous sommes en train d'aller dans une pratique pragmatique avec une volonté politique affichée et nous, les exécutants, nous agissons comme des bons soldats pour notre économie, pour le développement économique et social, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, notre champion. Nous allons suivre les réactions des représentants de partenaires financiers de la Guinée dans cet élément de la rédaction. Je suis très positive, hein. C'est pour ça que je suis ici et je me dis qu'on a une deuxième chance pour la Guinée de pouvoir utiliser les revenus miniers pour pouvoir assurer une diversification. L'institution que nous sommes, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. On a une population jeune, ils ont besoin d'emploi et si on investit dans l'agriculture, dans les villes secondaires qui deviennent des pôles de croissance, dans le capital humain, on y arrivera. Donc, je suis convaincue qu'on va continuer ce chemin et s'assurer que cette fois-ci, la Guinée réussisse. Ce qu'il faut célébrer ici, c'est la sagesse des dirigeants de la République de Guinée pour associer le gouvernement à tout ce qui se fait et s'assurer que le projet se fait pour le bien du peuple guinéen. Alors, les perspectives sont énormes. Étant une banque dont le mandat est la promotion du commerce intra-africain, le commerce de l'Afrique, entre l'Afrique et le reste du monde, nous voyons ici une grande perspective en termes de développement de l'industrie en Guinée. C'était les réactions des partenaires techniques de la Guinée, M. Ismaël Nabé. Je vous pose la question, justement, la Banque mondiale qui finance 24 projets en Guinée pour un engagement total de près de 1,2 milliard de dollars. Simandou reste effectivement une opportunité pour la diversification de l'économie guinéenne.
Avant de répondre à votre question, je voulais bondir par rapport à l'environnement. Le projet Simandou va contribuer à la décarbonisation de l'aciérie mondiale. C'est-à-dire le contenu de Simandou en soi va contribuer à la décarbonisation de l'aciérie dans le monde. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir parce que c'est la meilleure mine de fer que nous pouvons avoir sur le monde. Maintenant, en ce qui concerne la diversification de notre partenariat, vous savez, les 3 dernières années, la Guinée, sous le leadership de son Excellence le président Doumbouya, pour la première fois dans notre pays, nous avons, au-delà des partenaires traditionnels, la Banque mondiale, c'est un partenaire traditionnel, la Banque islamique de développement, qui a à peu près 1,5 milliard d'investissements dans notre pays avec un taux de décaissement de 50 et quelques %. Au-delà de la BAD, nous avons la BIDC qui contribue aujourd'hui à peu près plus de 500 millions de dollars d'intervention à la Guinée. Exim Bank aussi qui vient de signer 500 millions de dollars. Il y a un autre 500 millions qui va venir très rapidement. Au-delà de ces partenaires traditionnels, ce qui était extrêmement important de le savoir, la participation des financements innovants dans notre pays, la participation des crédits export, le crédit export britannique UKEF qui a à peu près 1,8 milliard de livres sterling qui investit dans notre pays. La construction de la cité administrative, notre cité administrative de Koloma, c'est un projet structurant. Pour vous dire que la Guinée, le Trésor public paie à peu près 20 millions de dollars par an de location des bâtiments. La plupart des bâtiments que vous voyez ici à Conakry, on les loue, l'État les loue et après, on paye. Aujourd'hui, avec UKEF et la participation de Deutsche Bank et de Citibank, une première dans notre pays, un pays qui est en transformation. UKEF vient avec Deutsche Bank, vient avec Citibank, vient avec Standard Chartered. Au-delà de UKEF, nous avons le BPI France. Une première fois, on disait à nos amis français, les 3 dernières années, l'investissement de la France qui a été effectué en Guinée, ça n'a jamais été fait pendant plus de 20 ans. Nous avons la construction des hôpitaux régionaux, nous avons le radar civilo-militaire, nous avons la TNT, à peu près 600 millions de dollars d'intervention de BPI France en collaboration avec le Trésor français. Au-delà de cela, nous avons QK, ça c'est le crédit export polonais, qui aussi investit dans l'agriculture, dans le solaire à peu près 600 millions de dollars. Nous avons les Allemands, le crédit export allemand, qui contribue aujourd'hui à peu près 600 millions de dollars pour l'addition de l'eau potable. À part des partenaires traditionnels, nous avons des financements innovants qui sont en cours en Guinée et qui sont des quick wins dans le cadre du programme Simandou 2040. Au-delà de cela, nous avons des partenaires du Moyen-Orient, la coordination des fonds arabes, nous avons la construction des infrastructures, que ce soit des échangeurs, les routes, l'agriculture, tout cela, ça montre à suffisance si vous avez un bon leader. Tous les financements, tous les partenariats se diversifient. Notre rôle aujourd'hui, c'est de vouloir fortifier ces partenariats avec des partenaires traditionnels, mais aussi avec de nouveaux partenaires. Et au-delà de cela, il faut savoir que la Guinée, on vient de finir le recensement général de la population et de l'habitation. 75% de la population guinéenne a moins de 35 ans. Une opportunité de créer de l'emploi, une opportunité avec les projets structurants que nous faisons aujourd'hui. Avec le président Doumbouya, nous sommes vraiment avec le pool économique. Tout projet que nous faisons aujourd'hui, nous pensons que le projet ne sera même pas être mis sur la dette parce que le projet est structuré de telle manière que le projet va se payer lui-même. Je viens de parler de la cité administrative de Koloma. La TNT, 106 millions de dollars avec les Français et avec la participation du Trésor français. Aujourd'hui, en exécutant ce projet, nous avons libéré les bandes passantes. Les bandes passantes vont permettre à la Guinée de vendre aux compagnies de téléphonie pour payer la dette. La même chose par le radar civilo-militaire. La Guinée paie aujourd'hui des redevances au Libéria. En ayant ce radar civilo-militaire, ça va aider la Guinée à utiliser ses redevances et payer la dette. Pour nous, le partenariat est stratégique. C'est ce que je disais l'autre fois, que le président Doumbouya, il est le commandant en chef des armées, mais aussi il est le commandant en chef des investissements, mais aussi le commandant en chef des partenariats dans ce pays. Parce que son aura, sa participation, il ne parle pas, mais les indications qu'il donne à ses ministres nous permettent aujourd'hui de mobiliser plus de 5 milliards de dollars. On l'a fait les 3 dernières années. Avec toute modestie, mais vous voyez que la BAD, la Banque mondiale, la BIDC, Afrique Exim Bank, mais aussi les financements innovants avec les crédits export, ça a augmenté notre mobilisation de plus de 5 à 6 milliards de dollars pour le partenariat entre la Guinée et ses partenaires étrangers.
Madame la ministre de l'Agriculture, la Guinée aspire à devenir un hub manufacturier en Afrique, capable d'exporter des produits transformés vers des pays voisins et même au-delà. Quelles réformes justement pour moderniser ce secteur ou pour atteindre cet objectif? En effet, donc la Guinée occupe une place privilégiée donc, dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Cela parce qu'elle est aussi un point d'entrée avec une façade avec l'océan Atlantique, mais aussi maintenant, grâce au projet Simandou, nous avons un corridor d'infrastructures intégrées qu'on n'avait pas auparavant. Donc, un rail qui traverse une grande partie de notre pays. Nous avons aussi des routes connectées et des ports. Cela nous permet vraiment d'avoir une compétitivité accrue. Aujourd'hui, nous avons des pays comme le Mali qui sont par exemple qui n'ont pas de façade avec l'océan Atlantique ou la mer que la Guinée peut aider à desservir. On le fait déjà dans le cadre du programme Simandou. Maintenant qu'on a des infrastructures améliorées, on compte le faire encore plus. Comme je l'indiquais, le long du corridor Simandou, avec les infrastructures connectées qu'on a, les plateformes logistiques prévues, on aura des agropoles. Cela aussi représente une opportunité unique. La Guinée, déjà, de par ses potentialités agricoles, a une compétitivité importante vis-à-vis de plusieurs des pays de la sous-région. D'ailleurs, plusieurs collègues indiquaient, plusieurs frères de la région indiquaient que la Guinée pourrait être un grenier pour l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas pour l'Afrique. Dans le passé, c'était vu comme ça. Aujourd'hui, on a le potentiel, on a les infrastructures et on aura les revenus pour le faire. Pour ce faire, il faut vraiment investir dans la connexion avec les infrastructures créées dans le cadre du projet afin de désenclaver les zones de production agricole. Bien sûr, on a aujourd'hui une pluviométrie qui est abondante. Donc la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, avec la plupart des cours d'eau prenant leur source dans notre pays, ce qui nous positionne en termes de rendement, de productivité agricole dans une place privilégiée. On a également un climat qui est vraiment propice à l'agriculture, mais aussi diversifié avec 4 régions naturelles qui offrent des potentialités diverses et diversifiées. Elles sont aussi spécialisées dans des productions différentes. On a certaines qui seront spécialisées dans les productions vivrières, d'autres dans les productions maraîchères, donc des fruits et légumes, etc. Cela offre à la Guinée une opportunité de desservir ces marchés. Donc les réformes qu'il faut, c'est d'abord le climat des affaires, bien sûr. Comme le ministre d'économie et des Finances l'indiquait, le secteur privé est celui qui crée l'emploi et celui vraiment qui booste l'économie. Notre rôle comme État, c'est de créer un climat d'affaires propice. Avec cela, nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur la mise en place de ces zones économiques spéciales dans lesquelles les procédures donc, douanières, celles relatives aux exportations sont améliorées. Les privés pourront y venir, pourront avoir aussi un accès à la terre facilité, ils pourront avoir un accès à des infrastructures énergétiques, à de l'eau, à des industries qui permettront de transformer les produits qui seront produits, mais aussi justement à tout ce corridor intégré qui permettra de les écouler dans les pays de la sous-région et à travers la mer sur les marchés aussi internationaux. On espère donc que la Guinée, mais pas seulement elle, nos pays limitrophes tireront profit de cette infrastructure accrue pour pouvoir promouvoir leur économie et aussi leurs exportations en dehors de leur territoire national. En plus de ça, comme Monsieur le ministre l'indiquait, nous mettons en place un écosystème assez important pour promouvoir le secteur privé. Il a parlé du fonds de garantie des PME qui permet de réduire les risques liés au prêt à l'accès au financement des PME, qui est une contrainte clé quand on voit aujourd'hui le climat des affaires. On a aussi le FAGE, qui est un fonds d'appui aux PME qui aussi donne des prêts inclus pour les PME qui sont dans des secteurs non agricoles. Cela rajouté au FODAN donne vraiment un écosystème favorable pour améliorer l'accès au financement des PME. En plus de ça, nous sommes en train de vraiment réduire de manière très forte les contraintes liées aux opérations des entreprises locales avec un écosystème quand même favorable, un taux de change qui est assez stabilisé. On a indiqué un taux d'inflation contenu et maîtrisé, ce qui rend vraiment plus facile et plus compétitif nos producteurs, mais aussi nos PME locales. Monsieur le ministre, le taux d'exécution des projets de la Banque africaine de développement en Guinée se situe à 50%. Quelle stratégie pour atteindre ce taux d'exécution, pour emmener ce taux d'exécution à environ 90%? C'est bien de ça il s'agit. C'est un objectif majeur qu'on s'est fixé dans le cadre de l'exécution des projets et programmes de développement. En ce qui concerne la BAD, vous l'avez dit, on est à 50% en moyenne.
Mais quand on fait le comparatif avec l'exercice 2021, on était à 20%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 50%. C'est une progression, mais des défis existent encore qu'il faut essayer de résoudre pour porter cette cible à près de 75 ou 80%. Parmi lesquels nous avions des réformes d'envergure à faire. Il faut un guichet de financement de contrepartie des projets que nous allons exécuter pour que la diligence liée à l'exécution rapide des projets soit rapide. Donc, ça veut dire quoi? Un guichet de paiement des contreparties par secteur d'activité et qui permettra pour chacun des projets d'avoir accès à ce qu'on appelle au financement de la contrepartie, au financement aussi de ce qu'on appelle les indemnisations pour des populations impactées par tel ou tel projet public. Et donc, c'est un ensemble ici de facteurs qu'il faudra combiner et dont la mise en œuvre nous permettra d'améliorer le taux de fluidité de l'exécution des projets et programmes de développement. Mais il y a aussi d'autres aspects très importants, c'est les aspects de réédition des comptes. Et nous avions mis en place un climat de revue des projets et programmes de développement de façon, j'allais dire, 2 fois par année, ce qui permet aux unités de production, aux unités de gestion des projets de présenter les états d'exécution. L'exécution en termes d'exécution physique des projets, l'exécution en termes d'exécution financière, l'exécution en termes d'acquisition, puisque c'est les acquisitions, donc les passations de marché, qui génèrent les autres indicateurs qui sont l'exécution physique et l'exécution financière. Donc, nous devons à date continuer à renforcer ces obligations de réduction des comptes des unités de gestion auprès de la Direction générale des investissements dont j'ai la charge de conduire. Et donc, la priorité absolue aujourd'hui, c'est de porter donc ces taux à un niveau record et pour que la Guinée soit un exemple aussi en matière de gestion des projets et programmes de développement, comme nous avions déjà été primés au niveau de la Banque mondiale pour les aspects de gestion des projets. Ça fait 2 années successivement, la Guinée est premier en termes de taux d'exécution devant des pays tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Bénin, tels que le Togo. Donc, nous avions des challenges. Nous allons montrer des taux importants pour que les financements que la Guinée encaisse puissent profiter à la population. Puisque un taux d'engagement, un taux de crédit suivi de commissions d'engagement, ça signifie des charges pour l'État au cas où les projets qui sont financés n'arrivent pas à connaître un début d'exécution. Et donc, nous devons sortir de cette inertie administrative. Et tout ça, ça a l'avantage, au bénéfice plutôt, et plutôt à l'actif du président, M. Mamadi Doumbouya, qui a donné une autre dimension de reddition des comptes, que ce soit des comptes publics, que ce soit aussi des comptes liés à l'exécution des projets et programmes, puisque ces financements sont des fonds publics qui appartiennent à l'État. Et donc, il faut une vigilance et une reddition des comptes au niveau des unités de ces projets. Monsieur Mourana Souma, ministre de l'économie et des finances de la Guinée, merci d'avoir été là. Merci, madame. Ça a été un grand plaisir de partager cette plateforme en votre compagnie qui participe de la reddition des comptes publics, comme j'aime le dire, parce que la communication est une obligation qui incombe à tout décideur, à toute personne ayant une parcelle d'autorité de procéder à cette reddition de comptes devant le peuple qui l'a mandaté à travers M. le Président de la République. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame Mariama Siré-Sylla, ministre de l'Agriculture, merci d'avoir été là. Merci à vous, c'était un plaisir. Monsieur Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale, merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Retenez que la Guinée, on change de paradigme, que la Guinée n'attire pas et retient. Maintenant, la Guinée du président Mamadi Doumbouya avec Simandou 2040, la Guinée accueille et retient. Donc, merci. C'est un plaisir d'être là. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale de l'Africa Newsroom, spéciale Simandou 2040. L'information continue sur Africa 24.